Bonsoir. Bonsoir à toutes, à tous. En direct pour ce 30e live avec vous-même. 30 semaines qu'on se retrouve. 30 semaines qu'on... Ensemble, grâce à vous et grâce à ce que vous donnez, on arrive à trouver une piste, trouver une porte de sortie, ou au moins une porte qu'on peut ouvrir. Et ce soir, c'est la question de Ghislaine. Puisque j'ai pas d'autres questions. Alors, à moins que Ghislaine n'arrive pas en ligne, je lui demande de me faire coucou dès qu'elle y est, ce sera la question de quelqu'un d'autre. Mais dans ce cas-là, une autre question, puisque personne ne l'a posée sur l'événement en direct. Muriel, bonsoir. Alors, on va attendre Ghislaine, je vais peut-être l'envoyer un message aussi. Euh... Ah, Christelle qui répond. Bonsoir Christelle. Luciano dont je viens de voir le message dans la messagerie, ou sur un autre sujet que j'avais posté, qui parlait de phobie. On peut parler de phobie aussi, ça dépend de Ghislaine qui va arriver ou pas. Je suis en train d'essayer de lui écrire rapidement. Les phobies, Luciano, ça concerne quelle histoire exactement? Des fois qu'on ait le temps d'en parler. Hop, envoyer. Dans le message de Luciano, tout à l'heure, j'ai vu. C'était pas là. C'était là. C'était là. Les phobies, non, c'est en général. Les phobies, on peut parler des phobies aussi ce soir, tout à fait. Tout à fait. C'est vous qui donnez. Pour l'instant, c'est le choix. Je vais questionner les gens qui sont déjà en ligne. Est-ce que vous avez, vous, des problèmes pour faire un choix, en général, ou dans des conditions très particulières? Ghislaine, bonsoir. Alors, vous me répondez oui dans le chat parce que l'agoraphobie de ma conjointe. Ah, mais c'est ta conjointe. Bonsoir, Frédéric. Si c'est votre conjointe, Luciano, il faut qu'elle soit en ligne pour qu'on puisse répondre à ces questions. Enfin, qu'on puisse explorer son cas, puisque vous ne pouvez pas parler à sa place de ce qu'elle ressent. Mais l'agoraphobie, oui, on peut aborder ça aussi. On va attendre un petit peu. J'ai envoyé un message à Ghislaine, elle devrait arriver. Nous sommes mardi soir 7 mai. J'espère que des gens ont pu faire le pont. Peut-être qu'ils le feront jeudi, vendredi, chacun son rythme. Profitez du froid qui se déroule en ce moment. Du froid pour se tenir au chaud ou du froid pour aller dans le sud. Chose que j'ai fait ce week-end et c'était très très bon. Mais encore une fois, je suis content de revenir devant la cheminée ce soir. Parce que même s'il fait frais dehors, les nuits sont très fraîches et la cheminée, c'est très agréable. Anne-Lise qui est arrivée, Anne-Laure aussi, j'attends toujours Ghislaine. Jean-Philippe, bonsoir. Ok, Luciano, c'est super si elle va se connecter. Si elle se connecte et qu'on n'a pas Ghislaine ou qu'on traite le sujet de Ghislaine assez rapidement, on pourra parler de son agoraphobie.
5 minutes. Je repose la question à chaque fois, plusieurs fois, tous ceux qui sont dans le chat là en ce moment. Pascal Angot, bonsoir. Est-ce que vous avez des problèmes à faire des choix? Et si oui, dans quelles conditions? Ça peut être tout le temps globalement dans la vie, mais ça peut être sur certains sujets, très précisément. Et dans ce cas-là, bah, ok, posez, et puis on verra. Delphine, bonsoir. J'ai pas de nouvelles de Ghislaine. Peut-être qu'on va commencer par l'agoraphobie. Céline, bonsoir Céline. C'est bien, il y a du monde quand même pour un jour de pont. Ok, hop, ça c'est réglé. Et ça c'est réglé aussi. Bien. Luciano, votre compagne s'appelle comment? Qu'on l'attende ou qu'on l'attende pas? Ah, Céline. Oui, mon accord, bien. Céline, c'est la compagne de Luciano, c'est ça? Je fais le lien. Mon agoraphobie est revenue. C'est-à-dire qu'il était parti? Bonsoir Delphine. L'agoraphobie. L'agoraphobie, c'est la peur de la foule, d'accord, du monde, quand c'est trop euh, peuplé, bruyant, qu'il y a beaucoup de monde, une salle de spectacle, une place simplement en ville avec beaucoup de monde, ou la rue, n'importe quel attroupement. Oui, oui. Ok. Donc Céline, merci de nous expliquer vraiment des phrases très courtes pour qu'on ait le moins de délai possible entre vos réponses. L'agoraphobie est revenue, jolie. Donc ça veut dire qu'elle était partie. Premièrement, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elle parte? Ok. Et elle se manifeste depuis quand et de quelle façon? Nicolas, bonsoir. Si quelqu'un d'autre dans le public est agoraphobe aussi, merci de vous signaler, comme ça je peux poser les questions à plusieurs personnes en même temps, c'est intéressant pour tout le monde. Ghislaine n'arrive pas, donc on part sur l'agoraphobie, donc je vais modifier le titre pendant que vous répondez. Pour moi, c'est les déplacements. Pardon, Céline, je comprends pas. Vous pouvez être plus clair, s'il vous plaît. Pour moi, c'est les déplacements, ça veut dire que c'est pas la foule. Faut me dire, parce que je suis en train de changer le titre. Si je mets agoraphobie et qu'on parle de déplacement, ça va pas être la même. Hop, titre changé. Alors, la phobie des déplacements, ça peut encore se manifester sous différentes formes, mais je voudrais être clair. J'ai fait d'hypnose. Ok, quel est le problème, Céline? Juste précisément. La foule ou se déplacer, et donc dans ce cas-là, se déplacer de quelle façon? C'est pas la même chose. Je peux pas aider. Donc, alors ce soir, le titre est peut-être pas très juste. On va attendre la confirmation de Céline. Mais quand on aura ça qui sera confirmé, on pourra savoir si on part sur l'agoraphobie, la peur du monde, de la foule, de la foule simplement, ou les déplacements. Et là, j'ai pas le nom en tête. Alors, sortir d'aller d'un point A à un point B. Est-ce que quelqu'un peut me trouver le nom de cette phobie-là? Le déplacement, sortir. Vous mettez sortir en tête.
C'est sortir de chez vous ou vraiment vous déplacer. Je reprécise encore plus fin. C'est pas l'agoraphobie, je se déplacer en voiture, etc. etc. Okay. Donc c'est pas agoraphobie du tout. Hein. Je vais chercher en 2 secondes. Ça doit avoir un nom, ça. Peur de se déplacer. Alors, c'est peur de se déplacer seul ou peur de se déplacer loin de chez soi? C'est peur de se déplacer. C'est Comment ça se passe? Relax. Je trouve pas le nom. Ok. Plus le véhicule me déplace loin, plus je suis en panique. Ah. Donc c'est loin de chez vous. Mathieu passera l'idée de s'éloigner de son lieu de vie, comme si la rue était un danger. C'est la rue qui est un danger ou c'est ne pas être chez vous en sécurité le problème? Parce que ça revient au même, hein. Si je c'est votre première phrase qui me fait préciser ça, parce que vous me dites non, pas la foule, mais sortir, aller d'un point A à un point B. D'accord, c'est sortir. Juste aller d'un point A à un point B, ça implique forcément de sortir. Mais vous le précisez, sortir, comme si votre inconscient cherchait à nous raconter une histoire de plus. Axophobie? Je ne sais pas. Axophobie? J'ai jamais entendu parler. J'ai déjà entendu parler de cette peur de se déplacer, mais axophobie, ça n'existe pas. Pardon. Il y a la laxophobie, mais c'est une forme de colopathie correspondant à la peur d'être pris de diarrhée impérieuse en public. À moins que ce soit ça. Mais là, on est sur vraiment la peur d'être loin de chez toi. On remarque, quand on est loin de chez toi, de chez soi, être pris de diarrhée en public, c'est aussi pénible, pour pas dire autre chose. Mais on n'est pas sur la laxophobie. Ok, donc c'est la sécurité de chez toi qui manque. Bien. En fait, j'ai fait un malaise dimanche en pleine rue et aujourd'hui, en sortant, recrise de panique. Donc c'est sortir de chez toi le problème. Et plus tu es loin de chez toi, ah, ça y est, je tutoie. Pardon. Plus vous êtes loin de chez vous, Céline, on ne se connaît pas, donc okay. Plus vous êtes loin de chez vous, plus c'est dangereux. Donc ce qui vous manque, c'est la sécurité de votre maison. Depuis quand? Toujours la même question, hein. On fait le petit diagnostic avant. Depuis quand ça a commencé la première fois dans votre vie où ça a commencé à devenir compliqué de sortir de chez vous? Si d'autres personnes ont du mal à se déplacer et si d'autres personnes peuvent chercher la définition scientifique de la peur de sortir de chez soi, alors là, ce serait plutôt ça. Pour moi, c'est un manque d'insécurité, mais il doit y avoir une définition, parce que les médecins ont des définitions très très précises pour les choses. Donc, peur de sortir de chez soi. Ah bah, c'est bien, agoraphobie. Eh ben, autant d'excuses pour moi.
L'agoraphobie, c'est la peur de sortir de chez soi, mais pardon. Agoraphobie, je m'excuse. Bah oui, mais c'est pas la définition. Alors c'est bon, ok. Internet nous dit des trucs différents selon les sites. Donc on va pas écouter Internet, on va écouter Céline. C'est ça qui m'intéresse. Depuis l'adolescence, j'ai un phénomène en cours. Agoraphobie. Définition agoraphobie. Ouais, c'est ça, mais agoraphobie, si vous faites l'inverse, si vous tapez agoraphobie définition, vous verrez que c'est la peur d'être dans un lieu avec des gens et de ne pas pouvoir en partir. Donc on met tout ça dans le même paquet, peu importe. On est sur le sujet de Céline. Je faisais des malaises en allant en cours depuis l'adolescence. Depuis l'adolescence. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller simple, hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie de dangereux en dehors de chez vous avant l'adolescence? Merci Séverine de la précision. J'ai vu qu'effectivement c'est de l'agoraphobie aussi. J'apprends des choses moi aussi ce soir, c'est cool. Ghislaine est arrivée. Alors, puis à 23 ans, ça veut dire qu'il y a une première phase avant. Non, j'ai loupé un truc. Mais on est en cours. Donc, je résume l'historique, hein, que j'arrive à lire dans le chat. Je faisais des malaises en allant en cours, donc c'est là que ça a commencé. Puis à 23 ans, en 99, en voiture, partir en vacances, grosse panique où j'ai terminé aux urgences. Ok. Ça, c'est déjà une répétition. On va remonter à la source. Avant l'adolescence, est-ce que vous avez vécu quelque chose de dangereux ou de violent en dehors de chez vous? Moi aussi, je suis désolé. Puisque du coup, on est parti sur l'agoraphobie. Peut-être que si on décroche ça assez vite, on pourra faire un tour sur les problèmes de choix. Agoraphobie. Qui d'autre est agoraphobe dans le public? Alors, agoraphobe dans le sens où on ne peut pas sortir de chez soi, parce que ça a deux définitions. Je ne vois pas quelque chose de dangereux en dehors de chez moi. Ok. Bien. Alors, qui dans votre famille est mort d'un accident en dehors de chez lui? Alors, de votre famille, ça peut être oncle, tante, cousin quand vous êtes toute petite, mais aussi grand-mère, grand-père, grands-oncles, grand-tantes, etc., etc. Qu'est-ce que vous connaissez comme histoire de cet ordre-là? Là, ce serait plus du coup un comportement en tout cas une racine, ce qu'on appelle un rail transgénérationnel, c'est-à-dire que vous portez l'histoire de vos ancêtres, et l'histoire de vos ancêtres, elle est que quand on sort de chez soi, à partir de l'adolescence, il nous arrive des choses. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de vos ancêtres, mais moi, si il n'y a rien qui se passe dans votre vie particulier, si vous n'avez pas d'agression, pas d'accident, ça a commencé à l'adolescence, on va dire, allez, 14 ans, pour arrondir, hein. Quand j'allais en cours, c'est fait... Oui, c'est ça, plus je me déplace, c'est là où j'ai ramené à... C'est pas le déplacement, c'est s'éloigner de chez soi qui est bien ciblé. Pas de problème sur le tutoiement, ça m'arrange. Je ne l'avais pas lu celui-là. Donc, bonsoir Céline, heureux. Depuis l'adolescence. Ok. Ah, par contre, un ancêtre dans les camps de concentration. Ça peut aider. Ça peut aider. Ça peut compter, on va dire. Cet ancêtre dans les camps de concentration, il est revenu ou il n'est pas revenu?
effectivement, la déportation, c'est être emmené loin de chez soi. Donc, ça peut compter. Par contre, là, on est dans une supposition, c'est une hypothèse, c'est une piste. Ok, on va tenter d'explorer cette piste si on peut en savoir plus. Mais il y a plusieurs autres pistes. Vous ne focalisez pas sur ça y est, je ne peux pas sortir de chez moi, j'ai un ancêtre qui a été dans les camps de concentration. Non, il n'y a pas de vérité à chaque fois, c'est une hypothèse. Ok. Donc effectivement, cet ancêtre, s'il est déporté en camp de concentration, ah oui, mais là, c'est compliqué. C'est une réponse, je t'en ai parlé quand tu as fait le live avec Didier. Oui, c'était le 13 avril, on est le 7 mai, je ne me souviens absolument pas de tous les sujets qu'on a abordés ce soir-là. Euh, Donc, pardon, mais là, je me souviens pas du tout. Je me souviens pas déjà de la séance que j'ai faite hier au cabinet, puisque j'ai un cerveau sélectif qui, d'un côté écoute les gens à 100% quand il est au cabinet, et de l'autre côté coupe tout ça pour que je vis ma vie à côté. Et ça m'aide vachement à pas me prendre la tête avec à pas ruminer chez moi les histoires des uns des autres et à bien séparer. Mais du coup, ce soir, ça m'aiderait de me souvenir de ce qu'on a parlé le 13 avril euh, sur le live. Alors, je dis 13 avril, mais je suis même pas sûr que ce soit 13, peut-être 14 ou 15. Voilà. Mon grand-père paternel qui s'est fait déporter, est-ce qu'il est revenu? Ma question c'était. Est-ce qu'il est revenu des camps de concentration? Grand-père paternel. Ok, donc il a eu le temps d'avoir un fils, ton père. Tu as 23 ans en 99, tu es donc né en 76. Ton père a 20 ans de plus, il est né en 56 au mieux, 50 après, donc ton grand-père est revenu. Je pense que ton grand-père est revenu du camp de concentration et qu'il a eu son fils après. Mais Céline, question, est-ce que ton grand-père est revenu et à quelle date est né ton père? Je vais te demander aussi la date de naissance de ce grand-père, les prénoms, la date de naissance de ce grand-père et tes prénoms et ta date de naissance à toi. On va voir si tu portes 2 secondes, si tu as ces dates-là. Alors après, c'est pas évident. Si tu as des dates-là, on va voir si tu portes l'histoire de ce grand-père-là ou pas. Une question. Il est revenu et apparemment changé, m'a dit mon père. Bien, ton grand-père est né quand? Quelle date? Quel prénom il porte? Et ton père est né quand? Quelle date il porte? Toi, t'es né quand? Quelle date tu portes? Date de naissance, oui, né en 75, oui, j'avais calculé 76, raté. Date de naissance précise, hein, jour, mois, année, pour ces 2 hommes, avec leur prénom et le tien. Il n'y a qu'avec les prénoms, les dates, puisque tu as vu l'émission avec Didier sur des studios sur le décodage de l'arbre, il n'y a qu'avec les dates précises que je vais pouvoir dire oui ou non, tu portes son histoire. Parce que si tu portes pas son histoire, c'est pas la peine qu'on passe du temps dessus et qu'on cherche à guérir ça. Oui, mon père en 52, oui, mais les jours et les mois. Très précis. Parce qu'on n'est pas forcément en lien avec quelqu'un en 52 quand on est en 75. Il faut plus de précision que ça. Tous les prénoms de tout le monde et les dates de naissance précises. Ton père est né en 52, ce qui fait que son père était déjà revenu des camps de concentration, donc il était changé. Bien sûr qu'il était changé, mais ça, ton père l'a pas vu. Ça veut dire que ton père n'a pas vu son père partir, être déporté et revenir. Il a eu son fils après. Donc le changement, c'est ce que le grand-père a dit au père. Je regarde dans le chat, je suis désolé, je ne regarde pas forcément dans les yeux tout le temps, sinon je ne vois pas les commentaires apparaître au fur et à mesure. Là, on peut être
on peut, c'est une hypothèse qu'on fait là ce soir, puisque c'est celle qu'on avance, on peut être dans l'histoire d'un symptôme transgénérationnel. Mon père en 52, ce qui fait que son père, 20 ans avant, en 32, il était déporté jeune. Ah ah, super. Si on enlève 20 ans en 1952, on est sur 1932. S'il se fait déporter en 43, il a 10 ans. S'il a 10 ans, c'est à l'adolescence qu'il se fait déporter. Ben, deux choses. Une déportation loin de chez lui à l'adolescence. Maintenant, les dates précises vont nous éclairer. On a besoin des dates précises. Mais là, on aurait... Alors, j'hypothèse, hein, je pars du père qui est né en 52, mais peut-être qu'il a fait son fils à 40 ans, et que là, il est en 1912, et qu'il n'était plus du tout adolescent quand il se fait déporter. Mais ça, on va le savoir, puisque Céline va nous dire tout ça. Hein. Si jamais, Céline, tu n'as pas ces noms et ces prénoms complets, je peux les retrouver en 2 minutes. Si tu... pardon. Si tu n'as pas sa date et tous ses prénoms, je peux les retrouver en 2 minutes, puisqu'il existe un site qui reporte, qui récapitule, qui liste tous les déportés de France. C'est quelque chose que je donne dans la formation transgénérationnelle. Né en 1919. Donc, il a 20 ans quand il se fait déporter, à peu près 39, 40, 21. Je cherche plus précis. Charles Edmond Émile, ça c'est bien. Son nom de famille, c'est sûrement Carlier, à moins que tu sois marié. Non, si tu étais marié, tu porterais le nom de Luciano qui nous a présenté. Charles Carlier, en 19. Alors, je vais chercher dans mes outils. On va chercher un déporté. Carlier, je peux pas vous partager la page, c'est dommage, je vous ferai voir comment je fais, mais... Il est né le 30 novembre 19, Charles Carlier. Il a été déporté le 17 août 44. Il est né à Douai, c'est ça? Ah ben non. Il est mort en 45. C'est quoi R? Pardon, je me trompe peut-être, faut que je lise tout ça. Situation. R, ça doit être rapatrié. C'est quoi la légende du tableau? Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais je ne trouve pas la légende du tableau. Homme, femme. Il a été libéré le 11 avril, pardon, 45, Carlier, Charles. Alors, 13 avril 45, il était à Valbec. Et il a été enfermé à Werfinger. C'est un commando de Buchenwald. Bien, je reviens sur vous. Alors, Jean-Luc Raymond, il se passe quoi? Merci pour ces infos. Carla, il se passe quoi? Oui, si vous prenez le train en route, c'est pas évident. On parle d'agoraphobie dans le sens où c'est la peur de s'éloigner de chez soi et non pas la peur de la foule, qui est aussi une définition d'agoraphobie. Et on part sur l'hypothèse où Céline porterait l'histoire de son grand-père paternel, Charles Carlier, je suppose, hein,
Est-ce que Céline, est-ce qu'il faut bien confirmer d'abord que c'est le même? Est-ce qu'il est bien né à Douai? Est-ce que c'est quelque chose qui est logique pour toi? Jean-Luc Raymond Pierre, né le 5 octobre. Hein, j'ai besoin d'un petit papier. Jean, je sais. Luc, je sais. Raymond aussi. Et Pierre aussi. Pierre est né le 5 octobre. Et lui, c'est Charles. Céline. Charles, tu m'as dit, Charles, Edmond, Émile. Émile, il est né le 30 novembre et a priori il est libéré le 13 avril 45. Je vais voir s'il y a d'autres Charles Carlier parce qu'on ne sait jamais. J'ai trouvé ça. Ok. Je vais te mettre le lien. Voilà. Puisque c'est public de toute façon. Charles Carlier né à Douai. Ok. Voilà le détail où tu peux trouver les informations. C'est quelque chose que je donne en formation transgénérationnelle et qui m'a aidé moi à retrouver un ancêtre qui était mort en Allemagne en 45. Céline Denise Janine, née le 17 février. Ok. Céline Denise Janine, née le 17 février. Alors, Charles, sa fête c'est le 4 novembre. Émile, c'est le 22 mai. Denise le 30. Il faut que je cherche les autres. Je suis en train de voir si je peux trouver. Oh, c'est ça, on fait ça le 7 mai. Le 7 mai. Demain, c'est le 8 mai. Ça veut pas dire quelque chose, ça? Ouais, je pense qu'on est quand même sur la bonne idée, Céline. Donc, Céline, ta fête à toi, je crois qu'il y en a deux. C'est bien le 21 octobre, mais je crois qu'il y en a une autre. Non, il n'y a que le 21 octobre. Ok. 21-10. Denise. La Saint-Denise, c'est le 15 mai. Et la Saint-Jeanne, c'est le 30 mai. Alors, c'est Janine, pardon. Janine ou Jeanne, c'est pareil, c'est le 30 mai. Charles, 4 novembre. Si je trouve une date commune entre Charles, Edmond, Émile, la date de naissance de Charles, sa date de conception et les dates de Céline, je peux confirmer qu'elle porte bien son histoire. Edmond, 20 novembre. Eh ben, ça y est, je l'ai. Je l'ai, le lien, il est Émile. Émilie, non, pas Émilie. Émile, 22 mai. Donc, je reprends à l'écrit. Comment savoir si on est en train de passif de d'ancien? Mais on est en fait, car là, on est en train de vérifier avec Céline qu'elle porte le passé de cet ancien-là. Donc, Céline, je l'écris, hein, comme ça, ce sera écrit pour tout le monde. Céline, je vais mettre une abréviation. La fête, c'est le 21 octobre. Je réécris la suite. Denise, fête 15 mai. Ensuite, Janine, fête, j'ai dit 30 mai. Ça, c'est toi. Ton grand-père, non, pardon. Tu es né le 17 février. Donc,
Donc, conception. C'est lourd ce que tu portes. Conception, le a priori vu aux yeux de l'extérieur 3 mois plus tard, le 17 mai. D'accord? Né le 17 mai. Ok, et maintenant on a Charles. Charles, 2 points. Fête 4 novembre. Edmond. Fête 20 novembre. Émile. Fête 22 mai. Il est né le 30 novembre. Et 30 novembre, s'il te plaît. Conception, pas 30 février, ça n'existe pas, mais le 28 février ou le 2 mars. Voilà, là c'est les dates, d'accord? Non, à partir d'une date de naissance et des prénoms, on peut savoir, Carla. C'est ce que j'ai écrit. Alors, on va lire ensemble. Céline, ta fête, 21 octobre. Denise, j'ai fait une erreur. Denise, la fête le 15 mai. Janine, la fête le 30 mai. Tu es né le 17 février, donc tu es conçu le 17 mai. Ça, c'est tes dates à toi. En comparaison, il y a ton ancêtre dessous. Charles, fête 4 novembre. Edmond, fête 20 novembre. Émile, fête le 22 mai. Il est né le 30 novembre, il est conçu le 2 mars. On peut donc voir que Émile fête 22 mai, la fête d'un des prénoms de Charles, un des prénoms qui le caractérise, on va dire, est à 5 jours de ta conception. Tu es conçu le 15 mai en hommage à Charles Émile, d'accord? Tu t'appelles Denise, fête le 15 mai, c'est donc encore à 7 jours du prénom Émile. Tu es en lien avec 2 dates, avec ton grand-père Charles, déporté. Je confirme que tu portes bien l'histoire de ton grand-père Charles. Ok, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Jean-Luc, Raymond, Pierre, non. Luc, je sais pas. Il est né le 5 octobre, lui. Ton père, il porte pas ça. Juste, je connais pas Luc. 18 octobre. Ah. Céline, 21 octobre. Luc, 18 octobre. T'es en lien avec ton père, mais pour autre chose. Pas pour réparer l'histoire de Charles. C'est marrant, Charles ne fait pas d'enfant. Jean, 24 juin, 27 décembre. Luc, Raymond, 6 janvier, père, 29 avril. 13 avril. Ok. Bon. Donc, Céline, tu portes bien l'histoire de ce grand-père déporté. C'est clair, c'est défini. Moi, je suis sûr, il y a 2 dates en lien avec, donc c'est sûr que tu portes cette histoire. Donc, pour libérer ça, on passe par une constellation. On passe par une constellation, une réparation familiale. Parce que c'est pas la constellation dans le sens où vous connaissez peut-être les constellations familiales, c'est un dérivé de ça qui utilise plus de choses. On fait une réparation familiale pour que l'histoire de ce Charles soit réglée chez Charles, qui est mort tu m'as dit. Je vais remonter, hein, t'inquiète pas. Mon père, 86. 86. T'avais 11 ans. Est-ce que tes angoisses ont commencé quand t'avais 11 ans? 11 ans, c'est préadolescence, mais en fait, il est mort en 86. Ça veut dire qu'il ne porte plus l'histoire, là. Il n'est plus là pour la régler. Donc, comme tu portes son histoire, eh ben, ça va être à toi de la redévelopper encore. Il est né en 19. Il a été libéré en 45. J'ai dit, ça fait 26 ans. Il avait 26 ans. Je me trompe pas, hein.
Si je suis 25, 26 ans. Ok. Il avait 26 ans quand il est libéré. Et il meurt à 67 ans. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Pas d'angoisse 11 ans, problème. Ok. Y a-t-il un rapport avec les gènes, des histoires qui se répètent pour toute la même famille? Non, c'est pas les gènes. Car là, les gènes sont modifiés par les émotions. Ça s'est prouvé maintenant scientifiquement. Nos émotions, nos drames modifient notre génétique à travers l'ARN, les clés de l'ADN, et donc l'ADN. Et c'est l'ADN qui est transmis. Donc l'émotion qui est transmise par l'ADN. Merci Luciano de reprendre. Pas d'angoisse à 11 ans. Qu'est-ce qui se passe à, comme j'ai dit, 26 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ta vie à 26 ans, Céline? Quelque chose qui parle de fin de quelque chose, de soulagement, il a été déporté, j'ai dit quand? Le 17 août? Il est parti de complet le 17 août 44. 17-8, 44. Waouh. 17 février, 17 mai, 17 août. T'es à 6 mois de cette date-là. Tu viens faire exactement l'inverse. Ok. On a un élément supplémentaire. Tu es né le 17 février, Céline. Ton grand-père est parti en train, le train de déportation. Ils étaient 1255 hommes, aucune femme dans ce train. Il y en a 37% qui sont décédés, 6% ne connaissent pas la situation, 4 qui ont disparu, et donc que 52% de ce train-là qui sont revenus, ou qui ont été libérés, rentrés, d'accord, c'est le mot. Je reviens sur les dates. Il est parti de Compiègne, ce train-là, le 17 août 44. C'est le départ vers Buchenwald, visiblement, puisque c'est le... Il a été libéré ailleurs, hein. Il a été libéré, on a vu, à Carlier. Carlier, Charles, il a été libéré à Valbec, mais il est passé par Weferlingen, ou Gazelle. C'est un commando de Buchenwald. Ok, je ne sais pas plus, c'est tout écrit là-dedans. Bien, je reviens. Tu es né le 17 février, c'est pile à 6 mois du 17 août. D'accord? Donc, ta vie va être à l'opposé de celle de ce grand-père-là pour compenser. C'est vraiment un opposé, une image dans l'année. D'accord? Lui, il est déporté le 17 août, libéré le 13 avril. Est-ce que tu as des enfants, Céline? On est sur un cas super intéressant ce soir de Céline qui panique complètement en sortant de chez elle, dès qu'elle s'éloigne de chez elle. Et on vient de le mettre en rapport de date, je dis bien un rapport de date avec l'histoire de son grand-père. 26 ans encore en doigt, je te dépose à l'époque. Ok. Est-ce que tu as des enfants? Et si je te dis 13 avril ou 13 juillet ou 13 janvier, ça te parle de quoi? 2 filles, ok. Je vais pas faire le pari, mais je suis quasiment sûr que l'une des deux, voire les deux, ont des prénoms ou des dates qui sont autour du 13 janvier, 13 avril ou 13 juillet, ou alors des dates de Charles pour qu'elle porte encore l'histoire, malheureusement. Donc on va pas rentrer dans l'histoire détaillée de tes filles, parce que c'est pas le sujet ce soir. Mais est-ce que tu peux nous confirmer une date 13 Alors je parie sur 13 avril
13 janvier, 13 juillet. Ça peut être la date de déportation 17 août, mais ce serait balèze. Né le 27 novembre. Non, c'est quand même trop gros ça. Né le 27 novembre. Son grand-père est né le 30 novembre et sa première fille est née le 27 novembre. Donc Fanny, Michel, Catherine. Catherine, Sainte-Catherine, 25 novembre. Elle vient encore ajouter ça. Michel, 29 septembre. Fanny, c'est Stéphanie, donc ça fin décembre, c'est pas ça. Mais ta fille, 2 fois par Catherine et par sa date de naissance, vient rejouer l'histoire du grand-père. Alors, elle prend son identité, parce que lui, il est au 30 novembre, hein, rappelez-vous. Donc, Fanny prend l'identité. Élise, peut-être qu'elle ressemble à son grand-père, mais on vérifie autre chose. Loane Martine Catherine, née 19 juin. 19 juin, Loane, je ne connais pas. Martine, je ne connais pas. Il n'y a que Catherine qui met encore en lien. Je vérifie si j'ai quelque chose sur Loane. Loane, 28 août. Ça parle des gisants, ça, mais je ne vais pas m'attacher à ça. Ça devient trop compliqué. Martine, 30 janvier. Donc, a priori, ta deuxième fille ne serait en lien qu'à travers... Non, je ne vais pas dire qu'elle est en lien, parce que c'est pas clair. Je peux pas le confirmer là. Loane, sa fête, c'est le 30 août. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est en mémoire de poisson rouge ce soir. Loane, 28 août. 28 août, c'est trop loin du 17 août pour nous intéresser. Mais le point des gisants de Charles, c'est-à-dire 3 mois avant sa date de naissance, c'est le 30 août. Ça correspond à Loane. Donc, Fanny est aussi agoraphobe depuis ses 18 ans. Bien. Ok, donc l'agoraphobie de Fanny vient de la même histoire que toi. Je pense pas que ce soit difficile de travailler sur cette agoraphobie, dans le sens où on ferait, si tu étais au cabinet, on ferait la réparation familiale qui permet de redonner de la sécurité à ce grand-père. Pour toi, tout de suite, là, je donnerais des élixirs floraux, plus même floraux plus minéraux que floraux, d'ailleurs. Si tu as une herboristerie qui tient la route, tu peux leur demander un composé de ce que je t'écris. Faut que je te l'écrive correctement, sinon tu vas rien comprendre. Tilleul. Il faut de la protection en fait. Hein. À partir du moment où tu sors de chez toi, tu n'as plus de protection, tu n'es plus protégé. Donc je pars sur un élixir, sur un composé qui va travailler à te donner de la protection. Tournesol. Tournesol. Je ne pas arriver avec un tournesol, c'est pas possible. Est-ce que si Céline règle son agoraphobie, Fanny sera guérie? Alors, c'est pas parce que Céline règle son agoraphobie que Fanny sera guérie, c'est parce que l'histoire du grand-père sera réglée. C'est une petite différence. C'est la source. Je cherche toujours à remonter à la source du problème, hein, qu'elle soit familiale ou transgénérationnelle. Je remonte à la source. Et là, la source, c'est clairement le grand-père qui se fait déporter. Il faudrait savoir pourquoi il est déporté. Peut-être résistance. Il n'y a que des hommes, donc c'est pas une rafle. C'est pas une rafle juive. Tilleul, baril, tournesol. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre pour commencer ça? Sclérose. Scléranthus.
Et il faut mettre de l'espace, de la sécurité, de la lumière, Star of Bethlehem. Bethlehem. Voilà, moi je te conseillerais ce mélange-là. Oui, pour la protection, c'est évident. Il était résistant, ça marche. Donc, un composé de tilleul, de barytes, de tournesol, de scléranthus, de Star of Bethlehem, mais un composé conçu dans cet ordre-là, c'est-à-dire dans le flacon, ils doivent se mettre les plantes dans cet ordre-là. Tilleul, tournesol, ce sont des plantes, scléranthus aussi, Star of Bethlehem, c'est aussi une plante. Scléranthus et Star of Bethlehem sont des plantes de Dr Bach, des fleurs de Bach, comme on dit, avec l'accent. Tilleul et tournesol sont des plantes qu'on trouve chez Deva, dans le Vercors par exemple. Et baryte, c'est un élixir minéral. C'est baryte qui apporte la meilleure protection que j'ai trouvée jusque-là, qui pourrait t'aider. S'il était résistant, il connaissait les risques. Et alors, Carla, c'est pas parce qu'on connaît les risques qu'on est très très bien en déportation. À voir mourir tous les gens les uns après les autres dans le camp. Non, ça peut créer un drame. Voilà, ma piste là, ce soir, Céline, c'est les dates confirment bien pour moi dans l'expérience que j'ai transgénérationnelle. Et là, avec deux dates en commun, plus tes deux filles, enfin au moins une des filles, la seule agoraphobe qui porte la même histoire que ton grand-père, enfin voilà, j'ai assez de- d'indices pour faire une hypothèse ferme. Il faut régler l'histoire de déport de ton grand-père, de déportation de ton grand-père, pour que tu retrouves, le calme et que tu puisses sortir de chez soi. Carla, je veux dire qu'il n'avait pas peur. Carla, vous savez ce que c'est que la déportation? On ne peut pas avoir peur, c'est obligatoire. Et si on résiste, c'est qu'on veut défendre sa maison, son territoire, son terrain. Donc c'est très important. Euh, c'est très important le terrain, le territoire. Et ce qui veut dire que chez cet homme, il va se battre contre cette armée allemande. Il va résister malgré toutes les pressions sociales, familiales qu'il peut avoir, parce que des résistants, il y en a très très peu, hein, rappelez-vous. Euh, Sa maison, c'est important. Quitter son territoire, sa maison, c'est ce qui va le rendre le plus difficile. Élise nous donne une piste sur sortir de sa cachette, c'est mourir. Oui, sa cachette, sa maison, son territoire. Après, euh, le, euh, le, le travail à faire va être propre avec Céline et son grand-père. Et là, on ne fait pas d'hypothèse avant parce que tout peut sortir et on va laisser sortir librement tout ce qui veut sortir. Bien. 53, 20h26, dans 4 minutes, je commence le webinaire transgénérationnel, justement. Je finis le 6e module du niveau 1, où les gens ont appris à chercher leurs ancêtres pour faire leur généalogie. Donc là, dans le cas de Céline, je lui aurais indiqué comment trouver toute l'histoire de déportation de son grand-père. Je vous l'ai fait en direct. C'est le niveau 1, chercher ses ancêtres. Dans un mois, le 5 juin, on commence le niveau 2, décoder son arbre. Euh, Avec plaisir, Céline. Et merci, Luciano, de nous avoir proposé ce sujet-là. Désolé, Ghislaine, on a passé l'heure là-dessus. Je t'invite à reposer ta question plus tard, qui était intéressante aussi, parce que il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Donc je dois vous laisser parce que maintenant, dans 3 minutes, je commence le webinaire de niveau 1. Je finis les 6 modules. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre ouverture, même technique, Luciano, d'avoir repris à la volée le, le lien. Céline, je peux que te conseiller de te faire porter, si c'est possible, ce composé de fleurs de bac, parce que lui devrait déjà poser un petit peu tout ça avant qu'on travaille
tu me dis, tu te fais interner demain. Eh ben, j'espère que tu reviendras vite parce que pour moi, il n'y a pas besoin d'internement et en travaillant sur ça, plus potentiellement autre chose, parce que c'est peut-être pas le sujet qui te fait déclencher à ce point-là, mais il y a une piste et, euh, et c'est dommage de ne pas l'utiliser plutôt que passer par tout le traitement médicamenteux classique, qui parfois aide bien, je le reconnais, mais si on peut l'éviter et voir autrement avant, c'est quand même meilleur. Merci à toutes, à tous pour votre présence. Je vous retrouve lundi prochain pour le prochain live. Je posterai sur mon mur Christophe Rossa, thérapeute, l'événement. Je vous invite à poster vos sujets parce que quand on arrive et qu'on ne sait pas trop quel sujet on va parler, ben on perd 10 minutes. Et c'est 10 minutes qu'on peut utiliser autrement. Là, par exemple, je ne peux pas faire plus de 57 minutes ce soir puisque je commence la formation en ligne tout à l'heure. C'est un petit détail, c'est une petite approche, c'est un petit exemple. Le domaine transgénérationnel est bien plus grand que ça. Et, pardon, combien de gouttes de chaque, merci. Alors, c'est pas combien de gouttes de chaque, hein, c'est un composé. Il y a tout dans le flacon. Ils sont mis dans l'ordre tilleul, barite, tournesol, scléranthus et Star of Bethlehem. Et tu prends 4 gouttes 4 fois par jour. 4 fois par jour et dès la première prise, le deuxième jour, tu devrais commencer à vraiment te poser. Parce que là, on va juste t'emmener loin de chez toi et je suis pas sûr que ça fasse quelque chose si on t'emmène loin de chez toi. On va juste l'internement, d'accord? C'est pas le camp de concentration. Allez, je suis désolé, je vais mettre en retard les gens pour le webinaire qui va suivre. Il y a Ghislaine qui est là, elle expliquera aux autres. J'ai besoin de dire encore quelques petites choses à Céline. Demain, tu vas te faire interner. L'internement, c'est potentiellement la même chose que la déportation. D'accord? Tu es enfermé loin de chez toi. D'un coin, tu ne peux pas sortir, ou tu n'es pas considéré comme tu es toi. Donc, il va falloir que tu prennes beaucoup de recul et que tu aies beaucoup de conscience et de présence pour peut-être te répéter sans cesse, je ne suis pas en déportation, ils ont leur méthode, ok, mais c'est pas celle qu'il me faudrait en priorité, peut-être. Donc, dans cet internement-là, risque de se réveiller la déportation. Ça risque, je dois te le dire, et tu dois en avoir conscience pour que justement ta conscience de ce qui se passe te fasse prendre de la distance et non, non, ça c'est l'histoire de Charles, c'est pas la mienne, c'est l'histoire de Charles, c'est pas la mienne. Moi, c'est quelque chose que je dois passer là maintenant parce que c'était fait, c'était comme ça. Et après, je travaillerai différemment. Mais ouais, courage. Je peux pas dire autre chose que courage, hein. Mais bien conscience que c'est pas la vie de Charles, d'accord? C'est la tienne, et tu portes juste l'histoire, et on peut décrocher ça, parce que là, un internement loin de chez toi, c'est ni plus ni moins qu'un simili de une simili-déportation, la même chose. Donc ton cerveau, lui, inconscient, risque de ne pas faire la différence, et il faut bien que tu le rassures en disant non, c'est l'histoire de Charles, moi c'est autre chose, c'est différent, on panique pas. Il faut que tu parles de cette histoire-là à ta fille, fais-lui voir la vidéo, pour qu'elle commence peut-être à décrocher. Elle peut aussi prendre le même... Oui, je suis désolé Céline, je te fais pleurer, mais si je te préviens pas, ça risque d'être pire demain. Si je te fais pleurer, c'est que je touche cette histoire-là, et si je touche l'histoire-là de déportation, c'est que c'est juste, c'est que l'hypothèse qu'on fait, elle est très juste. Et donc, il y a plein de chances qu'on arrive à résoudre ça. Donc, tout va bien, respire. Il y a l'internement à passer, et après, c'est ok, on s'occupe de ça. Oui, le même élixir pour ta fille, pour Fanny, de façon à ce qu'elle commence aussi, elle, à se poser et à avoir moins peur aussi. C'est important. Quoi d'autre comme...
On pourrait travailler aussi sur la présence de ton père. Comment je vais faire? Je ne sais pas si tu vas avoir moyen, s'il va y avoir moyen, mais dans cet internement, essaye d'emmener un objet qui représente ton père. D'accord? C'est lui qui est censé t'apporter de la protection. C'est peut-être pas ce qu'il a fait, ton père, ok, dans ta vie, mais là, on n'a pas le temps de développer. Euh, le, le- le- Élise, la bougie blanche, ça peut apaiser, oui, mais ça réglera pas l'histoire de déportation. D'accord? Il faut qu'on fasse exprimer à ce grand-père tout ce qu'il a ressenti dans sa déportation et qu'il le traverse pour revenir, on va dire, libre de cette déportation. Là, il est revenu prisonnier encore. Et ouais, pas de protection car abandonné, oui, bien sûr. Euh, Je sais pas dans quelles conditions tu vas être interné, c'est un peu compliqué. Euh, Essaye, essaye, on peut faire mieux. Essaye d'emporter avec toi un objet qui va symboliser la protection absolue. Je ne sais pas ce que ça peut être, c'est ton inconscient qui là spontanément a déjà vu l'objet dans sa tête, dans ta tête en fait. Il a vu quelque chose, il y a une image qui est apparue de quelque chose qui a peut-être pas de sens, c'est peut-être un foulard rouge, c'est peut-être En tout cas, je ne sais pas ce que tu peux remporter avec toi, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est à ta demande. Et ben vois. Vois ce que tu peux emporter avec toi qui t'apporte de la protection, même là-bas. Ou alors, en plus de ça, essaye d'emporter quelque chose qui te rappelle, qui fait comme si tu étais chez toi. Un cadre, une image, ou une photo de chez toi, ou quelque chose qui voilà, qui te fasse pas trop éloigner. Si tu veux qu'il fasse un ancrage physique, qu'il fasse un ancrage physique, une bougie, tu n'auras pas le droit, quelque chose qui est chez toi, qui appartient à ta maison, tu l'emmènes pour qu'il y ait un morceau de chez toi avec toi. Ok? Comme ça, tu n'es pas éloigné de chez toi. Physiquement, tu restes chez toi, là, ce petit truc qui représente chez toi, et tu l'emmènes avec toi pour pas être loin de chez toi quand même. Tu emmènes un objet qui va apporter la protection, qui représente la protection. Et si possible, tu prends les élixirs floraux, mais là, je suis pas sûr qu'ils te laissent faire. Bref, fais pour le mieux. Euh, Courage. Et j'espère à bientôt. Et puis je vais retrouver mes élèves de transgénérationnel avec un bel exemplaire donné ce soir. Et je vous remercie pour votre présence. Et je vais changer le titre euh, parce qu'agoraphobie, ça parle moins. Je vais mettre du transgénérationnel dedans. Je prends mon oreiller, la tête est rouge. Élixir, je peux. Parfait. Voilà. Prends tout ce que tu peux prendre de chez toi pour avoir ton chez toi. D'accord? Peut-être un parfum de chez toi. Ça peut avoir tous les sens. Hein. C'est visuel, c'est auditif, kinesthésique, olfactif. Donc, emmène tout ce que tu peux qui te rappelle chez toi. D'accord? Et ça devrait mieux se passer et tu devrais pouvoir rentrer et travailler. Dès que tu veux, tu m'appelles, on prend rendez-vous, on travaille sur Skype, il n'y a pas de souci. Ça marche comme ça. Courage. Et puis, bien sûr, toutes les autres techniques sont bonnes à prendre, évidemment. Euh, mais, euh, mais si tu pleures quand je te parle de déportation dans cette clinique-là, ben, ok, on est sur le bon sujet. Et pour moi, il y a cette date déjà qui explique déjà cette chose. Donc, une infirmière qui fait. Il faut une bonne herboristerie parce que barite, c'est compliqué à trouver. Et les deux autres, c'est pas des fleurs de bac, donc il faut qu'ils soient alimentés dans ça. Mais voilà, si jamais Michel me demande, je commande, tu peux le commander dans l'herboristerie que j'ai à Grenoble et qu'il te l'enverra avec plaisir. Ok, courage Élise, ça va bien se passer, c'est qu'un mauvais moment. Après,
on peut régler ça en réparation familiale et te faire respirer toi et faire respirer ta fille. Merci de la participation, de l'exemple, de tout ça, et puis courage, et à bientôt. Et vous avez là devant vous tout le monde qui va regarder cette vidéo. L'exemple que, ouais, en voilà, 1h05, là j'ai poussé un petit peu parce qu'il y avait une urgence derrière, mais en très peu de temps, on peut identifier, vérifier, et ça parle, l'hypothèse parle complètement. Alors qu'a priori, pourquoi je ne peux pas faire ça chez moi? Mystère. Au revoir, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Ah, faut que je change le titre avant d'arrêter la vidéo. Donc, je vous dis bonne soirée tout à l'heure. C'était un beau 30e live avec vous-même. Un bon sujet et une bonne présence. Je vous remercie. Bonne soirée à vous.